Salut à tous et salut à toutes, vous êtes sur la Web TV Le Média et vous regardez Cybercombat, notre chronique sur l'actualité vue par la lorgnette du web, des réseaux et de la tech. Regarder une vidéo en ligne, recevoir plein de mails, installer des antennes 5G, faire tourner des data centers, payer en bitcoin, tout ça, ça pollue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur l'impact environnemental des nouvelles technologies et surtout sur l'hypocrisie de la course à la transformation numérique. On va également détailler les dernières avancées du fameux pass sanitaire et des questionnements quant à la protection de nos données personnelles. Enfin, on vous parlera de la fin du pistage publicitaire sur iPhone et ses conséquences sur certaines applications qui veulent devenir payantes. Le message qu'il faut faire passer aujourd'hui et qui est le plus important, c'est que la question écologique est le véritable enjeu. Mais de demain, pas d'aujourd'hui. Non, on a le temps, il n'y a aucune urgence. Nous sommes en train de léguer à nos enfants une planète plutôt stylée, avec de très belles autoroutes, du pétrole, qui était quand même bien planqué dans le sol, mais on l'a trouvé, et puis des avions, quand même. Voilà, c'est des trucs qui volent. À En Marche, l'écologie, c'est une véritable passion. On travaille tard, parfois jusqu'à même 1h30 du matin, pour faire passer des lois comme celle sur les touillettes. On a bien avancé quand même. Alors, continuez à nous faire confiance. Soyez fiers de votre président. Ne revenez pas sur votre choix démocratique exprimé l'an dernier. Voter, c'est voter. Reprendre, c'est gueuler. Il y a quelques jours, près de 160 rassemblements ont lieu en France pour protester contre la loi climat et résilience adoptée au début du mois de mai par l'Assemblée nationale. Un projet de loi critiqué par les écologistes, considéré comme insuffisant face à l'urgence climatique. Le texte est issu des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat et prévoit des mesures concernant les lignes aériennes intérieures, le logement, les transports ou encore les sols, mais rien sur le numérique. Un manque dénoncé par certains experts, comme dans cette tribune du Monde, car parler du numérique, quand on parle d'écologie, ça ne va pas forcément de soi. Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre du numérique ont été multipliées par 3 en 10 ans en France. Selon les études menées par Green IT et le think tank The Shift Project, le numérique est à l'origine d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et ce chiffre devrait être amené à augmenter. Alors pourquoi le numérique ça pollue ? Eh bien parce que la consommation énergétique du numérique augmente plus vite que les prévisions et qu'en conséquence, les émissions de gaz à effet de serre augmentent aussi. Pour mieux comprendre pourquoi et surtout comment, on est allé poser quelques questions à Xavier Verne, qui fait partie du Shift Project, un think tank qui œuvre pour une économie libérée de la contrainte carbone. Donc depuis 4 ans, le Shift Project s'intéresse aux questions du numérique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont devenues finalement macroscopiques par rapport à leurs impacts. Avant, c'était noyé dans l'industrie, dans le tertiaire, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un secteur à part entière. En termes de pollution, il y en a de plusieurs ordres. Donc déjà, c'est extrêmement gourmand en énergie. Donc ça consomme aujourd'hui, ça émet aujourd'hui 4%, 10% de l'électricité mondiale en consommation, et ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'humanité. Et ça, c'est peut-être pas beaucoup, mais au fond, si on regarde la tendance, c'est assez inquiétant parce qu'on est sur un trend, donc une tendance entre 6 et 7% par an. Et 6 et 7% par an, alors que on doit faire des économies par ailleurs dans tous les autres secteurs, le numérique agit un peu comme le mauvais élève de la classe de ce point de vue-là. Et puis enfin, en termes de ressources, malheureusement, un téléphone portable qu'on a tous, c'est quelque chose qui est très peu durable dans sa conception actuelle. La durée de vie moyenne d'un smartphone en entreprise ou pour les Français dans leur poche, c'est entre 2 et 3 ans, alors qu'il faudrait essentiellement que ces matériels-là durent 5-10 ans pour économiser les ressources qu'on est en train de puiser, qui sont non renouvelables et très mal recyclées. On a vendu 1,4 milliard de téléphones tous les ans et cette tendance, elle continue à s'accélérer. Car nos échanges électroniques consomment de l'énergie électrique. Dans un article de l'ingénieure au CNRS Françoise Berthoud de 2017, on pouvait lire que les estimations de consommation d'électricité des technologies de l'information et de la communication, les TIC, sont de 10% de la consommation totale au niveau mondial. Ces 10% se répartissent entre 30% pour les data centers, 30% pour les équipements terminaux des utilisateurs, notamment les ordinateurs, et 40% pour les réseaux de télécommunications. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui pollue le plus ? Les individus, c'est-à-dire nous avec nos smartphones,
ou les systèmes du numérique, que ce soit les data centers ou les installations de la 5G? Alors la réponse en 10 secondes, c'est les terminaux, puisqu'au fond, on est très nombreux et les data centers, par construction, ils sont mutualisés, puisque tout le monde va taper dans les mêmes data centers pour avoir ces données. Donc ça, c'est la réponse courte. Et la réponse longue, c'est que cette question-là, elle est mal posée. Et le meilleur exemple, c'est la 5G, puisque finalement, les opérateurs disent oui, mais la 5G, l'impact, il est sur les terminaux, c'est pas nous. Donc en fait, on déploie la 5G, mais ensuite, évidemment que ça va accélérer le renouvellement des terminaux. Et c'est malheureusement exactement ce qui se passe. C'est un effet rebond, donc un effet systémique. Si on n'analyse pas le numérique de bout en bout, on ne comprend pas les dynamiques au fond qui sont en place. Et pour donner un seul chiffre pour illustrer, les ventes au premier trimestre de smartphones, donc elles ont atteint les 350 millions d'unités. C'est très au-delà des prévisions initiales. Et les analystes s'accordent pour dire qu'il y a là-dedans un petit effet rattrapage du Covid, parce que pendant le Covid, on a un peu moins renouvelé son matériel smartphone, même si on a renouvelé beaucoup d'autres matériels type écran ou connexion Wi-Fi ou routeur. Et puis le gros phénomène, c'est l'accélération de la 5G qui vous pousse finalement avec votre offre opérateur à renouveler votre téléphone, alors que peut-être celui que vous avez dans la poche continue à marcher très bien. Car comme l'explique Xavier Verne, le numérique et son impact environnemental ne se jouent pas seulement dans des usages individuels du numérique, mais dans la manière dont notre société investit dans certains systèmes. Ainsi, fin décembre, le Haut Conseil pour le climat estimait que l'arrivée de la 5G pourrait générer entre 2,7 et 6,7 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Du côté des data centers, ces immenses centres où sont stockées de grandes quantités de données sont considérés comme des gouffres énergétiques et ils consommeraient 18% de la production électrique mondiale, selon l'association Negawatt. Et les capacités de stockage des data centers devraient se multiplier au fur et à mesure que notre usage du numérique augmente. Les gens ne le savent pas, mais on a une connexion Internet ici de 600 mégas par seconde, ce qui est plutôt un bon débit, enfin meilleur que dans la Creuse par exemple. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plus de gens qui visitent l'espace. Alors si certains data centers veulent passer au vert, encouragés par le Sénat, notamment en réutilisant la chaleur émise par les centres, ou bien que certains territoires s'opposent au déploiement de la 5G, il ne faut pas oublier qu'entre transition numérique et transition écologique, il y a souvent un fossé. Et cet écart s'incarne notamment par la fracture numérique présente sur le territoire. Quand dans certaines villes on passe à la 5G, d'autres sont encore en zone blanche ou bien n'ont pas les moyens d'accéder à Internet. Selon l'INSEE, l'électronisme, ça touche 17% de la population française. Pourtant, comme le rappelle la Tribune du Monde dont on vous a parlé tout à l'heure, culpabiliser les utilisateurs, c'est peut-être pas la bonne méthode. La prise de conscience individuelle, elle est importante parce que ça revient à se questionner chacun sur nos usages. Et quand on regarde les temps qu'on passe devant nos écrans tous, qui augmentent malheureusement d'année en année et qui, pour les cerveaux pas encore bien formés et jeunes, font des dégâts irréversibles, c'est intéressant de se questionner sur nos usages du numérique, pourquoi on en a tant besoin, ou tant envie, ou tant le désir, avec des opérateurs, des GAFAM, enfin des acteurs, quelque part, qui ont intérêt à ce qu'on y passe de plus en plus de temps. Et puis, si on élargit un petit peu, Carbone 4 a fait une étude qui s'appelle Faire sa part, qui a été publiée il y a 2 ans maintenant, et qui dit qu'au fond, les leviers qu'on a, chacun à titre individuel, pour faire les 2 degrés, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, donc de 12 tonnes à 2 tonnes si on voulait être compatible, hein, donc de diviser par 6, ces leviers-là, on les a qu'à hauteur de 1/4. Les 3 autres quarts, ils sont dans les institutions, dans le reste du système finalement, dans les producteurs, dans les distributeurs, et qu'il faut donc s'intéresser à toute cette chaîne. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au Shift Project, avec donc une responsabilité collective, et là qui est plus individuelle sur les choses à faire. En effet, la mobilisation collective citoyenne, couplée à de petits gestes du quotidien, peut participer à réduire notre pollution numérique. Cela passe notamment par trier ses mails, penser au recyclage de ces outils technologiques et à leur provenance, stocker ces données localement et non sur un cloud, éteindre ces appareils plutôt que de les laisser en veille. Mais ça passe aussi par des avancées législatives ambitieuses, ce qui n'a pas été le cas pour la loi climat. Il y a 2 types de réponses. Il y a une réponse qui dirait finalement, c'est pas tellement dans le calendrier parce qu'au fond, l'État se réveille sur les questions législatives sur le numérique. La Convention citoyenne pour le climat a fait des propositions concrètes, donc qu'elle en soit remerciée au passage. Ce qu'elle a sorti, c'est absolument brillant. Et puis, l'État a publié une feuille de route, le Sénat a publié un rapport, le Conseil national du numérique, a publié également des choses. Et finalement, c'est désynchro sur le calendrier par rapport à la loi climat qui vient de sortir. Et puis, on pourra avoir une vision beaucoup plus pessimiste qui consiste à dire, quelque part, le gouvernement Macron
mis à fond sur la technologie va résoudre nos problèmes. Et au fond, on n'avait pas vraiment envie de mettre à l'agenda de cette loi climat parce qu'il pouvait tout à fait le faire. Les questions du numérique. Il ne veut pas s'attaquer au problème. Dit autrement, d'ici la fin de la mandature, il est maintenant quasiment acquis. C'est quasiment hors de propos qu'on aura une loi sérieuse sur les questions numériques. Il y a eu des petites choses qui ont été faites, qui démarrent avec la réparabilité, avec la publication du bilan carbone des opérateurs et des consommations, mais c'est l'épaisseur du trait par rapport à ce qu'il faudrait faire. D'autant que dans les prochaines années, la pollution numérique directe et indirecte va s'accentuer, ainsi que notre consommation énergétique. Au fur et à mesure qu'on invente de nouvelles manières de penser le numérique, de nouveaux modèles et de nouveaux outils, la question de leur impact environnemental se pose. Prenons l'exemple du Bitcoin et de la blockchain, ces monnaies virtuelles et leur système d'identification. Une enquête de Reporter pointait le coût de cette monnaie virtuelle. Les activités de minage des bitcoins émettront en Chine 130 millions de tonnes de carbone par an, et ce, dès 2024. Ce qui coûte cher, c'est le minage de la monnaie virtuelle, c'est-à-dire la surveillance perpétuelle de tout ce qui est consigné dans la blockchain, savoir qui émet quoi, quand et où. Avec la chance de gagner un petit pactole en jetons virtuels si on résout un problème mathématique, une manière de garder les mineurs virtuels motivés. Des ordinateurs surpuissants tournent pour calculer et consigner toutes les opérations, et ça consomme beaucoup d'électricité. Pour en savoir plus, on vous conseille bien sûr la lecture de cette enquête qui sera disponible en description. Bon, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Est-ce qu'on débranche tout? Est-ce qu'on rejette toute forme de technologie? C'est pas si simple. Au Shift Project, l'accent est davantage mis sur la notion de sobriété numérique. Finalement, la sobriété numérique, ce serait utiliser le numérique à bon escient, c'est-à-dire là où il est intéressant pour le collectif et pour nos besoins fondamentaux. C'est-à-dire que là, on est en train de sortir, parce que ça y est, les questions de ressources arrivent, les questions d'énergie sont au premier plan. Elon Musk vient encore de dire la semaine dernière qu'il était contre le Bitcoin, en tout cas qu'il n'acceptait plus les Bitcoins pour acheter des Tesla, parce que les Bitcoins aujourd'hui font exploser la consommation énergétique des data centers. Donc on a de plus en plus de signaux que la fête numérique, cette ère d'abondance où on prend de plus en plus de photos, on fait de plus en plus de vidéos, on a de plus en plus d'usages aux mobilités, on peut même jouer en mobilité en cloud gaming, où c'est le serveur qui calcule nos images en temps réel et nous les renvoie à notre téléphone ou notre écran. Cette fête-là, elle est terminée. Donc on doit maintenant, même si on souhaite la prolonger, se poser les bonnes questions pour revenir à des usages plus sobres et à ce qui est vraiment utile. Concilier progrès technologique et écologique semble complexe, mais pourtant, il est encore une fois question de quelles alternatives nous mettons en place. Le numérique n'est pas bon ou mauvais pour l'environnement par essence. C'est ce que nous en faisons qui compte. Tout ça pour voir fleurir de meilleurs printemps. Aller siroter une petite grenadine en terrasse, pouvoir aller au cinéma ou au théâtre, voire même danser toute la nuit, avec l'accélération de la vaccination, la lumière semble être au bout du tunnel pour pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Sauf que pour réouvrir, de nombreux pays, dont la France, planchent sur un projet de pass sanitaire ou passeport sanitaire sous forme numérique pour montrer patte blanche. C'est notamment le cas au Danemark qui, depuis le mois d'avril, a inauguré son Corona Pass. Celui-ci permet de prouver la vaccination complète, l'immunité ou bien le test négatif datant de moins de 72 heures afin d'accéder aux restaurants, musées et autres commerces. Le gouvernement danois a même recommandé à sa population de se faire tester plusieurs fois par semaine, puisque seulement 10% de la population s'est fait vacciner. Note dans ma bio Tinder, j'ai marqué que j'étais vacciné. Du coup, je cherche quelqu'un d'autre de vacciné. Mais vu la politique de vaccination menée par le gouvernement, en ce moment, j'enchaîne un peu trop les dates dans les EHPAD. En France, le sujet du pass sanitaire divise, y compris dans les plus hautes sphères de l'État. Si le concept a été validé par le Conseil scientifique, la question des libertés publiques reste bien présente. Le 11 mai dernier, le premier article du projet de loi « Gestion de sortie de crise sanitaire » a été rejeté au Parlement, de par quelques voix des députés MoDem, pour être finalement adopté quelques heures plus tard. Il devrait être mis en place début juin, selon Emmanuel Macron, après avoir été débattu fin mai au Parlement, puis au Sénat. Selon lui, ce pass ne devrait pas concerner la vie quotidienne. Par contre, il sera nécessaire pour voyager, conformément à la volonté de certificat sanitaire de l'Union européenne, mais également pour accéder à des événements brassant du public, comme les concerts et les festivals, les rassemblements sportifs, les salons et les foires. En pratique, ce pass sanitaire devrait s'intégrer à l'application Tous Anti-Covid par système de QR code et regrouper des documents comme les résultats négatifs de tests PCR ou antigéniques, les certificats de vaccination ou encore un certificat de rétablissement obtenu après avoir contracté le Covid. Une manière pour le gouvernement de rentabiliser les presque 5 millions d'euros consacrés à sa communication. Encore
Ça fait beaucoup là, non? Cependant, beaucoup s'inquiètent des données personnelles utilisées lors des contrôles de ce futur pass sanitaire. La CNIL, notamment, a alerté sur cette question en préconisant que les informations affichées sur ce futur pass soient réduites au minimum, mais surtout ne soient pas conservées à la suite des contrôles. Par exemple, ne pas mentionner le numéro de sécurité sociale ou, comme l'a recommandé la CNIL, s'assurer que les autorités chargées de vérifier le QR code ne génèrent pas de base centralisée de données. De même, puisque la vaccination n'est pas obligatoire, chaque personne a le droit de ne pas communiquer si elle a été vaccinée. La question qui se pose également, au-delà des données personnelles, c'est bien sûr la propension de ce pass sanitaire. Si l'exécutif a assuré que le téléchargement de tous anti-Covid ne sera pas obligatoire, on pourra imprimer ce code sur papier, les données médicales restent sensibles et soumises au RGPD. Comme on vous l'a dit, le Parlement a commencé à aborder le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui contient ces questions de mise en place du pass sanitaire. Le texte doit être soumis au Sénat le 18 mai. Et bien sûr, on surveille ça pour vous. Si vous êtes propriétaire d'un iPhone assez récent, vous avez peut-être téléchargé une de ces dernières mises à jour, la version 14.5, qui comporte une petite spécificité non négligeable, la fin du pistage publicitaire systématique. Désormais, toutes les applications que vous téléchargez doivent vous demander votre autorisation pour accéder à votre identifiant publicitaire unique. Cet identifiant permet de suivre votre activité pour mieux vous cerner et ainsi vous proposer des publicités ciblées et faire du profit. Cette nouvelle fonctionnalité est assez inédite puisqu'en refusant le pistage publicitaire, vous pourrez continuer d'utiliser vos applications normalement sans que vos données ne soient collectées et utilisées dans des buts publicitaires. Ou que celles-ci se retrouvent piratées comme cela a été le cas chez Facebook il y a quelques semaines. Problème, ce n'est pas au goût de certaines applications qui commencent à mettre la pression à leurs utilisateurs et utilisatrices pour faire accepter le pistage publicitaire sous peine de devenir payante. Plusieurs personnes ont rapporté que Facebook, Instagram ou encore l'application de vente de vêtements Vinted affichaient des messages incitant à accepter cette option, sans quoi il faudrait peut-être payer l'accès à l'application. Facebook affirme même que ces annonces ont pour but d'éduquer et donner plus de détails dans la manière dont sont utilisées les données personnelles pour des publicités personnalisées. Mais jouer sur la carte de la peur des utilisateurs et utilisatrices, c'est digne des chaînes de malchance qu'on s'envoyait sur MSN en 2009. Cliquez sur le bouton « Envoyer un whiz » en bas de la fenêtre de saisie. Son écran se met à trembler. Voilà qui devrait attirer son attention. Une affaire qui est en train de se transformer en conflit ouvert entre Apple et d'autres géants du web, Facebook en tête. La marque à la pomme est accusée d'abuser de sa position dominante et d'interférer avec les autres applications. Surtout que les GAFAM ont leur responsabilité dans l'exploitation des données personnelles, d'abord destinées à des fins publicitaires, et qui peuvent être utilisées dans le cadre de campagnes électorales, comme dans l'affaire Cambridge Analytica. D'autant que les applications utilisant le pistage publicitaire pourront toujours afficher des annonces ciblées grâce aux données qu'elles ont pu collecter avant la fin du pistage. Selon une étude de Fleury Analytics, seulement 12% des utilisateurs et utilisatrices quotidiens de la nouvelle version d'iOS auraient donné leur accord pour le pistage publicitaire. Alors est-ce que Facebook ou Instagram vont devenir payants ? C'est peu probable, cela entraînerait une fuite de tous les utilisateurs et utilisatrices vers d'autres plateformes gratuites et ce serait bénéfique pour personne. Par contre, on pourrait voir arriver une analyse accrue du comportement des utilisateurs et utilisatrices sur les plateformes en question pour déterminer quoi leur proposer. Mais bien sûr, on surveille ça pour vous. C'est la fin de notre chronique Cybercombat. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez et mettez des petits pouces bleus si vous avez bien aimé. Et si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs, donatrices du média.